Salut à tous et à toutes. Cette petite vidéo vise à faire une petite mise à niveau par rapport à certaines fonctionnalités ou concepts dans C Sharp ou en programmation pour mieux comprendre par la suite ASP.NET ou comment que des choses marchent. Donc, le premier concept que je vais parler avec vous, c'est par rapport aux espaces de noms. Donc, par exemple, ici, j'ai un projet avec des classes. On voit qu'ils sont regroupés dans des dossiers. Par exemple, j'ai combattant contrôleur. On voit qu'il est regroupé dans le dossier contrôleur avec un S. Par défaut, les différentes classes vont porter le même nom que leur fichier. Donc, combattant contrôleur puis combattant contrôleur. Ce serait une mauvaise pratique d'avoir un nom différent que le nom du fichier. Par exemple, contrôleur ABC, c'est mal. Il ne faut pas faire ça. Euh, Également, on va voir ici combattant, dresseur, Pokémon, c'est toutes des classes ici. Ils sont tous regroupés à l'intérieur d'un dossier modèle. Et ces différentes classes-là, sont regroupés dans le dossier modèle, mais sont aussi organisés dans ce qu'on appelle un namespace. Il n'y a pas de relation directe entre le dossier et le namespace, mais cependant, c'est une bonne pratique que le namespace correspond à la structure, le même nom de dossier qui est ici. À quoi ça sert? Ça sert à l'organisation. Imaginez-vous que vous avez beaucoup de classes. Vous avez un projet avec 1000 classes. J'espère pas que vous avez ça à jouer dessus, mais mettons qu'il y a 1000 classes, ça se pourrait que les noms des classes, à un moment donné, reviennent. Tu sais, tu manques d'imagination, toi, tu appelles ta classe 6 mon système, puis ton collègue appelle aussi sa classe mon système, mais vous travaillez dans deux aspects différents du programme. Bon, peut-être que toi, tes classes dans lesquelles tu travailles vont être dans un certain dossier, puis il n'y aura pas de problème tant que toi, tu es dans un certain namespace, puis quelqu'un, lui, ton collègue est dans un autre namespace. Il n'y aura pas de conflit. Dans le même projet, vous pouvez avoir deux fois le même nom de classe tant qu'ils sont dans des espaces de noms différents. Fait que, par exemple, je vais vous montrer un exemple sur contrôleur avec un S. Faites clic droit, ajouter, puis allez chercher classe. Puis on va appeler la classe ma classe, non, classe A. Là, tu vois, je viens de créer une classe, elle porte le même nom que le fichier, et l'espace de nom dans lequel il est organisé, qui est classé, c'est dans mise à jour, point contrôleur avec un S. Je vais faire la même chose ici. Dans modèle, je vais créer la même classe avec le même nom. Classe A. Et ça marche. Donc, là, on va voir un peu tantôt, mais il peut arriver des situations, c'est que tu as besoin d'une classe A, mais là, il faudra que tu dises c'est laquelle. C'est celle qui vient de l'espace de nom modèle ou celle qui vient de l'espace de nom contrôleur. Fait que comme ils sont organisés, les classes, dans des namespaces, comme des tiroirs dans un classeur, ben, si tu as besoin d'une classe qui vient de l'espace de nom modèle, fait que du classeur qui s'appelle modèle, ben, il faudra que tu spécifies dans ton code, j'ai besoin de cet espace de nom-là. Fait que, par exemple, ici, on va voir un exemple. Je vais aller dans combattant contrôleur et j'aimerais ça au niveau de l'action 1 de combattant contrôleur, utiliser une classe mais qui ne fait pas partie du tiroir de l'espace de nom contrôleur avec un S. Fait que, par exemple, je ne voudrais pas utiliser classe A, mais je voudrais aller utiliser Pokémon. Ben, je pourrais me faire Pokémon, mon Pokémon, égale new Pokémon comme ça. Normalement, ce code-là, il est bon, il est bien écrit. Cependant, là, il est en train de chialer Visual Studio à cause qu'il dit hey, toi, actuellement, ta classe combattant contrôleur, tu es à l'intérieur de l'espace de nom. Ce fichier-là, ici, là, tu es dans l'espace de nom contrôleur. Puis dans l'espace de nom contrôleur, moi, je vois juste deux classes. Je vois pas la classe Pokémon. Fait que là, si tu veux vraiment utiliser Pokémon, Visual Studio va te proposer un choix. Tu fais, quand tu as la souris dessus, tu peux faire Alt Enter. Va te proposer soit tu mets un using en haut de ton fichier pour dire à partir de ce fichier-là, combattant contrôleur, j'aimerais avoir accès à toutes les classes qui viennent de mise à jour .modèle. Fait que ça, c'est le premier choix. Mettons, je le prends. Tu vois que maintenant, j'ai accès à toutes les classes de mise à jour modèle. Fait que j'aurai accès à ces quatre classes-là à partir du fichier combattant contrôleur. Fait que là, je pourrais utiliser Pokémon comme ça ici. L'autre suggestion, je vais faire un CTRL Z pour venir en arrière. Si je suis dessus, Alt Enter. Il te propose de donner le nom de ton namespace, être plus précis.
Fait que par exemple, marquer modèle.pokémon. Comme ça. Là, ça pourrait être correct, mais là, il faudrait que je le fasse ici aussi. Puis même pour être mieux, plus correct, il faudrait que je le marque au complet. Fait que je pourrais aller voir Pokémon, c'était quoi? C'était son namespace, c'était mise à jour modèle. Je pourrais faire un copier, coller ça là, puis coller ça là. Bon. C'est juste moins cute comme ça, mais c'est deux manières de faire pour pouvoir utiliser une classe qui vient d'un autre espace de nom, un autre namespace que le nôtre, que celle où est-ce qu'on se trouve. Donc, ça va arriver également que parfois on voudra utiliser des classes qui, par exemple, on est déjà dans un espace de nom, comme ici j'ai la classe dresseur, tu vois qu'il y a une liste de Pokémon. Mais comme dresseur et Pokémon font partie du même espace de nom modèle, fait que si on va voir les deux fichiers, chacun ils ont le namespace mise à jour .modèle, puis lui aussi il y a mise à jour .modèle, mais j'ai pas besoin de faire un import, parce que je suis déjà dans le classeur, je suis déjà dans l'espace de nom. Donc ici c'est juste une liste de Pokémon. Cependant, tu vois ici dans cet exemple-là, j'ai une liste de Pokémon. Ben, une liste par défaut, c'est pas quelque chose que ça fait partie des classes de .NET, des listes, mais tu n'as pas accès sauf si tu importes le namespace en question. Fait que c'est soit que tu écris, fait que si tu n'as pas cette ligne-là ici, System Collection générique, mettons je l'enlève, tu vas voir que là il va chialer, à cause qu'il va dire liste, il n'a pas l'air introuvable, est-ce qu'il te manque un using? Fait que je fais Alt, Enter, puis là je peux aller chercher le premier choix. Passant, quand tu vois ici là, que tu en as qui sont en grisâtre, puis d'autres en foncé, ça veut dire que ces usings-là, finalement, tu n'utilises pas de classe à l'intérieur. Fait que dans ces espaces-là, dans ces espaces de nom, dans ces tiroirs-là, si on veut, qui servent à ranger des classes, un peu comme ici, ben, tu n'as utilisé aucune des classes qui sont là. Fait que tu pourrais les enlever. Encore une fois, tu pourrais faire Alt Enter puis dire hey, supprime-moi les usings inutiles dans ce document-là. Puis là, il te montre OK, ça va ressembler à ça. Ouais, bon. Tu n'es pas obligé de les enlever. Ça ne change rien au code, ça fait juste plus cute, juste avoir les usings nécessaires, mais je préfère un CTRL-Z puis le laisser comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça pour les espaces de nom. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Il va arriver une situation particulière où est-ce que tu essaies, par exemple, d'accéder à classe A, mais là, il va y avoir l'ambiguïté. Ça, on va le voir un peu tantôt. Là, ici, on a vu pour ça. Ça va arriver également que parfois, on va utiliser des bibliothèques. Donc, des DLL, un peu comme Visual Array que vous utilisez dans le premier cours de programmation. Ben, lui, c'est une bibliothèque. Ça ne vient pas avec .NET par défaut. Ça a été codé. Donc, si vous utilisez une bibliothèque, il faudra importer le namespace associé à cette bibliothèque-là. Fait que vous, habituellement, dans vos cours de programmation, vous faisiez un using Visual Array ou Visual Array quelque chose pour avoir accès aux classes qui fait partie de cette bibliothèque-là. Fait qu'on va voir un exemple de ça tantôt. Fait que c'est tout pour ce concept-là pour l'instant. Le prochain concept que je veux faire une mise à niveau, c'est par rapport à l'inférence de type. Donc là, j'ai un petit programme qui fait juste rouler, qui crée un objet principal puis qui appelle quelques méthodes. On va aller voir principal, qu'est-ce que ça fait. Ici, on voit que je me déclare trois variables, deux types primitifs puis un que c'est un objet. Puis je fais juste des console logs. Et puis ça marche bien, la vie est belle. Juste vous montrer qu'il y a une manière de faire différent. Quand, lors de ta déclaration, tu fais en même temps une initialisation, tu donnes une valeur. Tu as la possibilité de, à la place de marquer le type, ici marquer juste var. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que comme le type ici, il est déjà, on voit très bien que c'est un chiffre, que c'est un int 32, ben C# va dire OK, je vais mettre code 1 comme un type 32. Puis tu vois que si je mets la souris dessus, c'est vraiment un int 32. C'est vraiment un int, comment qu'il voit. Même si j'ai mis var. Fait que, je peux faire la même chose ici, le string, je le remplace par var. Puis là, tu vois que si je laisse la souris sur code 2, il voit que c'est une string. À cause que la valeur ici, après l'égal, c'est une string. Je peux faire la même chose avec les objets. Pas besoin de marquer Pokémon ici. Pas besoin de marquer le type, je peux juste mettre var. Ça marche. Je ne peux pas changer le type, par exemple, après. Par exemple, je ne peux pas faire code 2 égale un chiffre.
ça marche pas, parce que c'est une string. C'est pas que le type, on s'en fout. C'est juste qu'il détermine par lui-même à cause de égal. Donc, ça, on appelle ça l'inférence de type ou les types implicites. Donc, ça, également, tu peux pas dire, OK, je le mets pas là, je l'initialise pas, mais je vais donner une valeur après, ça marche pas. Si tu veux utiliser l'inférence de type, il faut vraiment que tu l'initialises avec une valeur, ta variable, dès que tu la déclares. Donc, c'est ça pour l'inférence de type. Le prochain que je voulais vous montrer, c'est par rapport au si ternaire. Vous êtes habitué parfois de faire des si qui vont ressembler de la manière suivante. Là, j'ai un âge, puis j'ai une chaîne de caractères. Puis là, je veux dire que si l'âge est plus grand ou égal à 18, fais ceci, mets telle valeur dans la variable message. Sinon, mets telle valeur dans la variable message. C'est correct, c'est cute, puis ça marche. Cependant, il y a une manière plus simple de l'écrire. Par exemple, je vais mettre ça ici en commentaire. C'est d'avoir utilisé comme ça ici. Ce qu'on appelle un si ternaire. Ta condition qui est ici dans le si va apparaître ici. Par la suite, tu vas mettre un point d'interrogation et tu vas aller mettre ce que tu veux qu'il soit retourné par le si ternaire lorsque c'est vrai. Fait que lorsque c'est vrai, je veux que ça retourne ça. Deux points, ce que je veux qu'il soit retourné par le si ternaire quand que c'est faux, ma condition. Ben, je veux que ça retourne cette chaîne de caractères-là. Fait qu'on peut tout voir ça, tout ce que je suis en train de souligner ici, comme une espèce de petite fonction qui retourne une valeur, soit ça ou soit ça. Puis le résultat de cette valeur-là va être appliqué à message. Va être sauvegardé dans la variable message. Donc, c'est ça. C'est une manière d'écrire des si, puis je vous en parle parce qu'on en aura besoin dans les vues. Entre autres, à un moment donné, on va mettre des classes à des éléments, mais on ne voudra pas tout le temps mettre la même classe. Par exemple, on pourrait dire, OK, ben si tu es mineur, mets la classe mineure, sinon mets la classe majeure, puis là, ça pourrait permettre d'appliquer un visuel différent. Pour ça, on aura besoin des si ternaires pour y arriver. Donc, c'est pour ça que je vous en parlais. Prochain exemple, c'est par rapport au type défini. Donc ici, tu vois, je me suis fait un Pokémon, j'affiche son nom. Fait que ça, vous avez déjà vu ça dans le cours de Proc 2. Ici, je me fais un tableau de Pokémon qui va contenir 3 Pokémon et je fais une boucle. Donc tu vois ici, j'ai un for each, puis chacun de mes Pokémon, je vais faire une itération dans ma boucle, puis je vais afficher son nom et son niveau. Donc ça marche bien. Ça permettrait d'afficher sur une ligne différente tous les Pokémon. Puis là, qu'est-ce que je voulais montrer, c'est à peu près la même chose, mais à place d'utiliser des types définis qui sont vraiment concrets, qu'on a un fichier, une classe, une définition comme ça. C'est comme si je vois Pokémon, j'ai vraiment un nom que c'est une string, un level que c'est un int. Je veux vous montrer le même exemple, mais avec qu'est-ce qu'on appelle des types anonymes. Donc, un type anonyme, par exemple, c'est je ferai un new, mais je ne mets pas le nom de la classe. Soit ici, j'ai marqué nom Pokémon, ici, j'ai rien mis. Cependant, je suis allé mettre quand même des propriétés que j'ai nommées, puis j'ai mis des valeurs. Ici, j'ai mis une string, puis ici, j'ai mis un int. Donc, si je mets la souris sur type anonyme, le nom de ma variable, tu vois comment que C# il l'analyse. Lui, il dit, ah, ça va être un type anonyme qui va avoir une string, propriété 1 qui va être un string, puis le propriété 2 qui va être un int. C'est pour ça que par la suite, je suis capable de faire un console writeLine de propriété 1, puis il se rend compte propriété 1, ben c'était un string, fait que c'est correct. Je ne peux pas faire appel à des choses que je n'ai pas définies lors de mon initialisation. Par exemple, si j'essaie de faire appel à propriété 3, ça ne marche pas. Parce que ça n'existait pas ici. C'est un peu comme si le système va se créer temporairement une classe, puis la classe, elle va juste exister durant un court laps de temps, puis elle va avoir cette structure-là. Donc ici, je vais remettre propriété 1 pour que ça puisse compléter. Tu vois ici, j'ai fait une liste de type anonyme aussi. Donc ici, j'ai pas marqué le type, j'ai juste marqué crochet new comme ça. J'ai fait des new, comme on a fait ici, mais là, j'en ai fait 3. Ici, c'est important qu'il fallait qu'il y ait toute la même structure, c'est-à-dire tout le même nom de propriété avec les mêmes types pour que ça marche.
plus tard, ben, je fais une boucle. Puis la boucle, ben, j'ai des strings. Je sais que c'est un tableau de d'éléments qui ont des strings puis des ints. Propriété 1 puis propriété 2, fait que je suis capable de les utiliser. Pourquoi je parle un peu des types anonymes? Ben, ça va avec à l'occasion dans ASP.NET Core, il va en avoir à écrire ou en utiliser. Fait que, juste comprendre que c'est des objets qui n'ont pas, une classe de rattaché, que la structure est définie lors de l'initialisation. Et également, on va aussi utiliser ça soit dans ce cours-ci ou dans le prochain quand on va aborder Link, un système qui permet de faire des requêtes. Fait que souvent, on va, on va devoir utiliser des types anonymes dans ce contexte-là. Donc, certains éléments de configuration ou dans ASP.NET Core plus Link, on en aura besoin. Fait que je vous l'explique ici. Dans l'exemple qu'on va faire tantôt d'ASP.NET Core, ben, vous allez en utiliser un à un moment donné. Donc, juste comprendre comment que ça marche un peu. Petite chose de très particulier, il ne faut pas utiliser des types anonymes tout le temps. Et vraiment pas. C'est vraiment quand tu en as besoin sur, par exemple, quelques lignes de code et c'est tout. Que ça ne te tente pas d'aller créer une classe juste pour quelques lignes de code. Tu te dis, OK, je vais utiliser un type anonyme, c'est correct. Parce que les types anonymes, contrairement au type normal, tu ne peux pas les retourner. Par exemple, ici, ma méthode, elle retourne void, OK? Mais si je décide de prendre Pokémon crochet, puis mettre ça là, fait que là, ma méthode est supposée de retourner un tableau de Pokémon. Je peux faire return, puis retourner ma liste type définie. Puis là, j'ai pas d'erreur de compilation, ça marche. Mais je peux pas faire la même chose avec un type anonyme. Comme ça n'a pas de structure, ben, je peux pas rien marquer ici qui représente cette structure-là. Je peux pas marquer var, ça marche pas. Je peux pas marquer vide, ça marche pas. Je peux pas marquer anonyme en gros, ça marchera pas. Fait que je peux pas faire de return de tout ça. Donc, les types anonymes, ben, c'est juste bon dans un contexte très très limité que quelques lignes de code, j'en ai besoin, je veux pas me faire une classe, je vais faire un type anonyme, c'est correct. Fait que c'est ça. Prochaine chose que je veux vous montrer, c'est qu'il peut y avoir une ambiguïté parfois par rapport aux espaces de nom. Tu vois, comme là, je suis dans le fichier principal. Principal, lui, il est au niveau de l'espace de nom mis à niveau. Si tu regardes la classe principale est dans l'espace de nom mis à niveau. Et j'ai importé deux espaces de nom, modèle et contrôleur. Ça veut dire que toutes les classes qui sont dans contrôleur puis toutes les classes qui sont dans modèle, j'ai accès à partir de principal. Mais qu'est-ce qui se passe si j'essaie de faire une instance de classe A, quand ça existe dans les deux espaces de nom? On va voir. Si j'essaie de décommenter cette ligne-là, ça va me faire une petite erreur. Parce que là, il dit, hey, il y a une petite ambiguïté. Est-ce que tu parles de classe A de l'espace de nom contrôleur? Ou est-ce que tu parles de classe A de l'espace de nom modèle? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est-tu lui ou lui? Fait que là, les suggestions qu'il va te proposer, Alt Enter, c'est soit que tu y ailles comme ça, fait que tu donnes le nom de l'espace de nom un petit peu avant. Fait que là, okay, ça va être contrôleur, fait que l'espace de nom point la classe ou modèle point la classe. Ou sinon, il te fait d'autres suggestions, mais je les aime moins ceux-là. Je ne pas de parler. Donc, ces deux premières sont belles. Parfois, Visual Studio peut te faire des suggestions assez originales, donc juste ceux-là. Donc là, ben moi, mettons que je voulais avoir le classe A de modèle, ben j'ai pu le faire comme ça. Puis ça marche. Bon, des bibliothèques externes, ça va arriver parfois qu'on a du code qu'on veut utiliser, mais .NET Framework ou .NET Core, peu importe, ont un ensemble de bibliothèques par défaut qu'on a accès. Ça va arriver parfois qu'on veut avoir, quand je parle de bibliothèque, c'est comme un ensemble de classes. Okay? Un ensemble de classes organisé par namespace, comme ici. On a des namespaces avec des classes, mais ça va arriver parfois qu'on veut en utiliser. Un exemple de bibliothèque, vous avez utilisé Visual Array, c'en était une. C'était un DLL avec plein de classes dedans. Là, ici, ben, j'aimerais ça d'en utiliser une. Je vais vous montrer comment faire pour pouvoir importer une bibliothèque
une dépendance dans votre projet. Fait que dire, OK, ce projet-là, par exemple, mise à niveau, j'ai besoin de quelque chose qui vient d'ailleurs. Donc, nous, on va utiliser un système de dépendance qui s'appelle NuGet. Fait que dans dépendance ici, fais clic droit, puis fais gérer les packages NuGet. J'espère que je prononce bien NuGet à cause parfois je parle très très mal. Donc ici, tu as la liste des packages NuGet qui existent dans le monde, que tu peux rechercher. Et si tu vas sur le site officiel de NuGet, tu peux arriver à voir tous les packages qui existent et avoir beaucoup d'informations. Donc là-dedans, il y en a qui sont faites par Microsoft, il y en a qui sont faites par d'autres personnes. Donc, par exemple, moi, qu'est-ce que je vais essayer d'utiliser? C'est une bibliothèque qui va me permettre de générer des adresses aléatoires, des noms aléatoires, sans que j'aille à tout le temps marquer des noms bâtards. Donc, la bibliothèque que je vais utiliser va s'appeler, dans Parcourir, je vais marquer fake. C'est fake.netcore. Le premier ici. Fait que tu cliques dessus. Puis là, ça te donne une petite description. Ça dit la version, l'auteur. Tu vois les dépendances. Par exemple, ici, tu vois que la bibliothèque, elle utilise .NET standard. Fait que .NET standard, c'est une version qui n'est pas .NET Framework, qui n'est pas .NET Core, qui n'est pas Xamarin non plus pour faire du mobile. .NET Standard, c'est quelque chose qui va fonctionner sur n'importe quelle version de .NET. C'est comme, c'est comme universel, si on veut. Fait que là, je constate, OK, oui, ça marche avec mon projet. Moi, c'est du .NET Core, mais .NET Standard, ça marche avec tout. Fait que je vais faire, OK, oui, je l'installe. Je vais prendre la dernière version. Je pourrais prendre une autre version si ça me tente. Je vais faire installer. Quand je fais installer, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, il va me dire, OK, si tu installes ça, j'ai besoin d'installer tout ça. Puis là, tu es comme, oh, OK. Ben, c'est correct. C'est juste que cette bibliothèque-là a des dépendances un peu comme Bootstrap. C'est Bootstrap, mais il y a comme dépendance, quand tu veux utiliser le fichier JS de Bootstrap, une dépendance à jQuery puis à Popper. Si tu ne mets pas ces deux bibliothèques-là, ben, tu n'es pas capable d'utiliser le code de Bootstrap, le JS de Bootstrap. Fait que ton carousel ne marche pas, etc. Ici, c'est le même principe. La bibliothèque faker.NET Core, il y a besoin de tout ça pour marcher. Fait que je vais faire OK, oui, je suis conscient que ça va me rajouter tout ça, j'accepte. Puis là, après ça, il faut que tu signes ton sang avec ton sang que tu acceptes les conditions d'utilisation. Fait que tu fais oui. Puis quelques secondes après, ben tu vas. Les classes de la bibliothèque est maintenant accessible. Si tu regardes l'indépendance, tu vas voir le package qui apparaît ici, tout cute. Si tu vas au niveau de ton projet, puis tu double-cliques dessus, tu vas voir qu'il a mis une référence vers le package NuGet, fait que la bibliothèque qui vient de NuGet. Et maintenant, dans notre code, si je retourne dans mon code ici, je vais être capable de utiliser ce code-là ici que j'ai fait. Donc ce code-là, ça allait chercher dans l'espace de nom Faker. Faker, c'est un espace de nom qui existe juste dans la bibliothèque faker.NET Core. Donc je suis capable d'aller utiliser l'espace de nom qui vient de cette bibliothèque-là, utiliser une certaine classe. Là, ici, je ne vous demande pas de comprendre comment que ça marche, mais en gros, ça me permet de générer un email. Mais c'est pas du code que j'ai écrit, c'est du code qui vient de la bibliothèque que j'ai importé. Donc si par exemple je mets un point d'arrêt ici, puis je lance, là j'attends quelques secondes, mais pas trop. Je suis rendu à ici. Là, je vais avancer, tiens, pas principal, mettons. Là, tu vois que ça m'a généré une adresse courriel, mais genre, je me suis pas cassé la tête. Puis avec Faker, ben, je pourrais générer des noms, des adresses courriels, des images, nanana. Donc, c'est une petite bibliothèque intéressante. Là, j'ai vu que je suis capable de l'importer, une bibliothèque externe, puis l'utiliser et faire quelque chose. Ici, tu vois, j'ai marqué Faker, l'espace de nom, point la classe, mais j'aurais pu aussi juste, je vais enlever le point d'arrêt qui est ici, j'aurais pu juste faire OK, je ne vais pas marquer le namespace, mais je vais plutôt en haut aller marquer un using, puis marquer Faker. Puis là, ça marche. Donc, c'était tout pour ça. Fait que c'était une mise à niveau qui est, oui, peut-être un peu longue, 20-25 minutes,
mais c'est essentiel pour quand même bien comprendre la suite des choses. Donc, puis en même temps, peut-être ça va vous aider dans vos autres cours de programmation. Fait que euh, bonne continuation, puis continuez à regarder les autres vidéos.